Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut White Cat numérique, Mister L'Artac Painting, Pepsi Joe, WazaOS, Lazy, Warlock, Jerem, Druskenny, Lucas Tudor, Guts V1. Salut Jayan, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, c'était très cool. C'était également très fatigant, mais c'était très bien. Salut Rune Papa, salut King Bombay, salut Vorti. Je viens juste de bricoler un dernier truc et j'arrive. Je suis à vous très bientôt. Un léger truc à bricoler. Oui. Un instant. Teste un truc et j'arrive. Bref. Ok. Bon. On fera autrement, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? C'était bien? Salut Thomas. Ouais, hâte de rejouer les docs. Ouais, ça va être stylé, hein, en vrai. Hein. Ouais, très hâte. Hein. On va regarder un peu ce qui a été reveal en doc. On va regarder un peu tout ça. On va voir tout ça. En vrai, on a eu pas mal hein, pour un article de Warhammer Community, je trouve. Donc c'est plutôt sympa. Et ce soir, donc, on regarde le doc. Ensuite, on débriefe Brother Wars, donc le tournoi de ce week-end en Angleterre. On est allé avec une partie de l'équipe de France, donc avec Thomas, avec Grégoire, avec Hugo, avec Clément et avec Yorine. Il y avait également Martin et moi-même au coaching. On a regardé. C'était intéressant, très intéressant comme expérience. Première fois que je coach, ou en tout cas que je ne suis pas joueur. Donc c'est très particulier, mais pas mal de retours du coup. C'était très positif. On en parle juste après. Et en dernier, on va reveal les listes de Crucible de ce week-end. Et on reviendra sur le petit changement de format au niveau des listes que vous allez pouvoir remarquer. Eh bien, let's go pour les Daughters of Cain. On a eu des infos aujourd'hui. Sur le fonctionnement, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, dimanche, on a eu annonce sortie combinée Daughters of Cain et Sylvanette. Et du coup, aujourd'hui et toute la semaine, on va avoir des previews des capas et on devrait avoir samedi matin le reveal complet des deux Battle Tomes. Et si Games continue son habitude récente, on devrait avoir également les points mercredi de Daughter of Cain et de Sylvanette, ce qui serait une très bonne surprise. En plus de ça, jeudi matin, on a les reveals de l'Adepticon avec, il me semble, si je ne m'abuse, du City of Sigmar. Donc on va avoir une énorme semaine, ça va être extrêmement stylé. Donc, pour rappel, Daughters of Cain se basait sur des buffs globaux donc qui s'appliquent à toutes vos unités que vous débloquiez au fur et à mesure des battle rounds. Plus un course ronde 1, plus un charge ronde 2, plus un tweet ronde 3, plus un wound ronde 4 et plus une attaque ronde 5. Du coup, tout ça, a priori, c'est poubelle. C'était remanié pour correspondre beaucoup plus à ce qu'on attend de l'ADN de Daughter of Cain, parce qu'effectivement, ça correspondait pas à grand-chose. Le fait que Daughter of Cain doivent attendre, on comprenait pas trop pourquoi. Et du coup, on va voir ce qu'ils ont décidé de faire de ça.
Euh, Alors, ça commence par, au début du premier Battle Round, on va choisir un héros non unique et on va l'anointed. Donc lui dire, toi, tu es béni ou je ne sais quoi. Je ne sais pas exactement comment on se traduit anointed en français, mais bref, on va désigner un héros non unique. Voilà, il va être anointed, même s'il est détruit, il est toujours compté comme étant anointed. Euh, et c'est important, tous les anointed units sur le battlefield, ils traiteront les exalted abilities, donc c'est un keyword, qui sont sur le War Scroll des anointed qui sont déjà morts, comme si c'était sur leur War Scroll. Donc en fait, grosso modo, les capacités exalted, quand vous allez mourir, vous la gardez entre guillemets sur votre prochain anointed. Donc c'est possible que vos anointed, au fur et à mesure, si jamais vous les cyclez au fur et à mesure de la bataille, vous allez avoir un anointed qui a de plus en plus de capacités. Donc c'est un concept qui est assez stylé. Je trouve que l'idée d'aller dans l'ADN du fanatisme, c'est-à-dire de ne pas trop reculer à l'idée de sacrifier des unités et des modèles, on y reviendra plus tard, je trouve que c'est quelque chose qui va hyper bien ad hoc. C'est un gameplay qui est plutôt différent de pas mal de choses. Et du coup, je trouve que c'est pas mal du tout d'explorer ce genre de choses. Euh, du coup, très intéressant. Et également extrêmement difficile de se rendre compte de ce que ça fait si on ne lit que ça. Bon. Donc, faut juste rappeler, on va avoir un ou plusieurs. On ne sait pas si on peut en avoir plusieurs. A priori, on peut en avoir plusieurs. Et puis, ils ont l'air de mentionner qu'on peut avoir plusieurs unités units sur le battlefield. Bon. Et, euh, et du coup, les Anointed, ils vont pouvoir partager les capacités des Anointed qui sont déjà morts. Intéressant. Donc là, on dit juste après Bloody Succession. Donc à chaque fois qu'on a un Anointed qui est détruit, après l'avoir enlevé du champ de bataille, on peut immédiatement renommer un autre Anointed. Donc on va cycler nos héros a priori. Donc ça sera potentiellement une armée où on va avoir 4 à 5 petits héros peut-être. Ça dépend de ce que les Anointed font en plus de juste partager leurs abilities. Mais déjà, le concept est intéressant, c'est plutôt novateur. C'est un concept qui n'existe pas trop actuellement. Donc c'était déjà intéressant. Donc là, il donne des exemples et comme ça, on peut avoir nos premières unités, nos premières capacités exalted. Donc la capacité exalted de la Melusa Iron Scale s'appelle Iron Scale Fury. À chaque fois qu'un modèle non héros d'Author of Cain est tué, si ce modèle est en combat range, if that friendly unit is in this unit combat range. Ok, il faut que l'Iron Scale soit en combat range de l'unité qui perd un modèle, et il faut que le modèle soit en combat avec l'attacking modèle. Bon, ça fait beaucoup de conditions, mais grosso modo, il faut que votre Melusa soit à côté de l'unité où il y a un modèle qui meurt, et il faut que le modèle qui meurt soit en combat. Si c'est une unité de Bloodsister ou de Bloodstalker, donc grosso modo l'unité de serpent, on lance 2 dés, sinon c'est 1 dé. Et pour chaque 5, on fait une mortelle. Ça a l'air vraiment. C'est pas immonde, c'est un peu passif, mais comme a priori on part potentiellement sur un gameplay où on veut sacrifier des choses, bah, mettre des mortales quand vous sacrifiez des choses, c'est jamais mauvais. Donc oui, bon, ça peut complètement s'entendre hein, comme ability. En plus, on a tendance à se dire, bah ouais, mais c'est quand même vachement design pour aller avec des serpents plutôt que d'autres unités. Pas forcément. Là, on voit que effectivement, les Bloodsister, Bloodsucker, ils rollent 2 dés, mais comme ils ont 2 PV, bah en fait, en termes grosso modo de par PV, on roll autant. Je sais pas s'ils vaudront 2 fois les points, mais ils risquent de valoir à peu près 2 fois les points parce qu'en termes ils ont 2 fois les PV, quoi. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de quand vous sacrifiez, je caricature, mais quand vous sacrifiez 100 points de Witch Elves, ça va vous faire autant de jets de mortels que quand vous sacrifiez 100 points de serpent. Je dis ça, je n'ai pas les points, mais vous voyez un peu l'analogie, quoi. Donc en fait, là, pour l'instant, ce qui est décrit là, pour moi, ça n'avantage pas spécialement les serpents.
C'est bon. Ça, si vous voulez, cette capacité, elle est bonne. En tout cas, intrinsèquement, cette capacité, elle est bonne autant pour les serpents que pour les autres unités. Donc c'est intéressant. Alors. Donc là, c'est très intéressant. Qu'est-ce que nous donnent les Anointed? Donc, il y a des Bloodright. Les Bloodright, c'est pas forcément avec des Anointed, mais les Anointed nous donnent accès à des Bloodright plus faciles, entre guillemets. Donc, grosso modo, à chaque fois qu'il se passe une des choses en dessous, on fait un Bloodright. Ok, pour l'instant, ça veut rien dire. Ça veut juste dire on fait un Bloodright, quoi. Donc, on le fait lorsque on détruit une unité ennemie et qu'il y a eu des dégâts alloués à cette unité par un Anointed en combat. Ok. Donc, grosso modo, vous allez envoyer. Si vous envoyez votre perso, même s'il meurt, bah, grosso modo, et que vous détruisez l'ennemi unit, bam, vous faites un Bloodright. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un Bloodright, on ne sait pas à quel point c'est fort. Mais je crois que c'est écrit juste en dessous. Si notre Unité est détruit, donc raison de plus pour l'envoyer au casse-pipe, hein, parce que soit il déglingue l'adversaire, soit il meurt. Dans les deux cas, on fait un Bloodright. Ça, c'est pas mal. Ensuite, une unité alliée qui conteste un objectif qu'on contrôle est détruite, bah, c'est pas mal. C'est un scénario qui arrive très souvent. Hein. En général, quand on conteste un objectif, quand on a un objectif à nous, bah, l'adversaire, s'il veut venir le reprendre, il va vouloir tuer notre unité. Donc c'est quand même un scénario qui risque d'arriver assez souvent. On détruit une unité ennemie sur un objectif qu'on ne contrôle pas, bah, même chose, hein, c'est le reverse. Hein. C'est un truc qui va arriver souvent également. De vouloir chercher des objectifs. Donc, pour moi, tout ça, c'est pas très dur à faire. Et ensuite, en dernier lieu, unité friendly ou enemy est détruite et était à 3 pouces d'une place of power au début de la phase. Ça, je trouve ça très, très, c'est très, très bon aussi. Parce que bah, quand vous faites l'intersection de toutes ces conditions-là, bah, y a quand même vachement de chances qu'il y en ait une qui soit remplie lorsqu'une unité meurt. Donc, les Bloodright n'ont pas l'air excessivement difficiles à réaliser. La seule chose, c'est que comme tout le monde le sait, vous comme l'adversaire, bah, il peut potentiellement éviter quelques trucs. C'est intéressant, je pense qu'ils ont réussi à écrire correctement le quatrième point, parce qu'en fait, vous aviez un problème d'unité détruite sur un objectif. C'était, imaginons, moi, pour contrer ça, je mets mon unité sur un objectif, sauf un modèle, mais c'est le dernier que je retire. Du coup, au moment où je retire le dernier modèle, l'unité est détruite, mais, et d'ailleurs, même au moment où mais du coup, elle conteste plus l'objectif. Mais là, je pense que ça a été écrit de manière à ce que ça marche quand même. De toute façon, l'intention est claire. Donc je pense que même si techniquement il y a un problème, ce qui pourra arriver, l'intention est suffisamment claire pour que on se mette d'accord sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. En tout cas, ça fait énormément de choses possibles et je pense que ça va être assez simple à réaliser. Maintenant, l'adversaire a du jeu autour. Donc ça, c'est cool aussi. L'adversaire peut essayer de vous empêcher de faire la Bloodright. Donc c'est très cool. C'est un battle tray très interactif, ce qui fait partie des meilleurs battle trays, je trouve. Et donc là, on voit ce qui se passe. On peut se servir d'une ability de fin de tour, end of any turn, donc à notre tour au tour adverse, une fois par tour. On peut utiliser cette ability si on a fait un Bloodright minimum dans ce tour. On choisit une des blessings en dessous qui n'est pas active. Elle devient active. Tant qu'une blessing est active, ses effets s'appliquent à tous les Daughter of Cain. L'effet de plus d'une blessing peut s'appliquer à une unité au même moment. Ok, bah, c'est extrêmement simple. Alors, grosso modo, le buff qu'avant on débloquait avec les rondes, maintenant on va les débloquer avec des Bloodright au rythme au maximum de 1 par tour, ce qui va potentiellement 2 fois plus vite qu'avant. Mais
Mais il faut réaliser des trucs. Par contre, on peut choisir. Dans ces blessings, nous avons plus un to hit au combat d'attaque, plus un to wound au combat d'attaque. Donc exceptionnel. Hein. Les deux sont exceptionnels. Plus 3 de move, c'est exceptionnel également. Si on a chargé Ward A5 pour la du tour, c'est génial. Pour l'instant, les 4 premières sont exceptionnelles. Moins un to hit contre le shoot. Si, dans un contexte où il y a du shoot en face, c'est très bon. Charge and shoot, si on retraite, c'est exceptionnel. Et plus un chanting and casting, c'est très bon également. Les sets sont vraiment très 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 bonnes. Les blessings ont l'air exceptionnels. Le fait qu'on puisse choisir l'ordre, c'est un buff de zinzin. À voir à quel point l'adversaire arrivera à deny les Blood Rights. Mais honnêtement, ça a l'air vraiment zinzin déjà. Hein. Rien que le début. Après, les docs sont en papier mâché. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer, mais je pense que la statline 3-4, pas de reine ou reine 1, dégâts 1, elle va rester hein, sur la plupart des profils de Witch, etc. Maintenant, il y a toujours la question du Mind. Est-ce que le Mind Razor existe Tu peux suicider un héros Raz avec Creature de Giran. Oui, tu peux. Ouais. Je sais pas si c'est le meilleur play, mais ouais. Creature de Giran, je pense que je préfère raise un pack des nouvelles unités là. Elles ont l'air bien. À voir. Et puis, n'oubliez pas que pour les gens qui n'ont pas d'énormes tournois avant cet été, Creature de Giran, elle dure jusqu'à cet été. Hein. Donc, après, si votre but, c'est de train pour ce qui est après juin, juin, c'est dans 2 mois. Hein. Littéralement, dans 2 mois et des bananes, on n'a plus accès à Creature de Giran. Donc oui, c'est potentiellement fort avec la crise de Giran, mais si vous n'avez pas de gros tournois dans les 2 mois qui viennent, bon, c'est peut-être pas si bon que ça. Oui, non, mais il faut voir tous les Warscrolls, bien sûr. Mais oui, vous avez raison de le relever quand même. Bref, les blessings ont l'air vraiment très très bons. Le fait de pouvoir choisir l'ordre, c'est exceptionnel. Et les Blood Rights n'ont pas l'air si durs à faire. Après, ça existe hein, des games où il se passe pas grand chose et il n'y a rien qui meurt. Ça va dépendre de l'output de dégâts. Ça va dépendre de l'output de dégâts de doc. Ça dépend de plein de choses en fait. Hein. C'est très difficile à dire à quel point ça va être facile à faire tout ça. Sur le papier, ça m'a l'air plutôt simple. Ça dépend aussi un peu des scénarios. Vous avez des scénarios sur lesquels ça va être quand même un peu plus cursed parce que vous allez avoir peu d'objectifs. Par exemple, sur Liferoot, bon, tout ce qui est objectif, c'est potentiellement un peu plus dur. Tu as toujours de la tête pour t'aider, les Place of Power, mais pareil, les pop, il me semble qu'elles sont un peu excentrées, donc bon. C'est très intéressant parce que l'opposant va devoir réfléchir à comment il veut jouer dedans. Donc je trouve le Battle Tree extrêmement intéressant. Dans 2 mois et demi, on change de scénario, tout à fait. Et du coup, on voit une capa des nouvelles Blood Hag qui me donne envie de les prendre. C'est quand, lorsque on a déclaré une Blessing of Kain, donc truc pour choisir une Blessing of Kain, si l'unité des Blood Hag a tué une unité ce tour-ci, on a 2 blessings au lieu d'une. Ça peut être, c'est un potentiel de zinzin aussi. Hein, parce que vraiment, si vous commencez à débloquer les blessings par 2, c'est un peu énervé. Hein. Vraiment, si round 1 ou 2, vous arrivez à débloquer plus un to hit, plus un to wound, tout de suite, les stats, elles shiftent pas pareil. Hein. Vraiment, ça dépend beaucoup de tout le reste du bouquin. Hein, mais sur le papier, ça a l'air vraiment très très cool. Hein. En tout cas, ouais, vraiment, ça a l'air d'être quelque chose. Hein. Ça a vraiment l'air d'être quelque chose, cette histoire. Et du coup, je suis très, très, très hypé. Après, le seul truc, c'est que je ne sais pas si
Je ne sais pas si il faut acheter 20 ou 40 des nouvelles unités là. Je pense que je vais en prendre 20 pour commencer. Et on verra, j'en rachèterai au pire. Au pire, j'en rachèterai. Vous en pensez quoi, vous? Attendez, je vais regarder un peu ce que vous dites. Pendant des points. Ouais, bien sûr, hein, mais... Alors, c'est sûr que j'en prendrai 20. Ça, c'est le minimum, c'est la nouvelle unité. Je vais en prendre 20 pour la jouer en simple en renforcé, mais même... En fait, je pense que ça va être très difficile, même en ayant juste les points. En fait, sans jouer l'armée sur table, ça va être très difficile de savoir quoi jouer, parce qu'il y a un flow qui est très particulier, je pense. Ce flow d'essayer d'avoir un moyen de proc pas mal de blessings rapidement, et ce flow aussi de il me faut beaucoup de héros parce que je vais en sacrifier un rapidement pour pouvoir passer l'anointed, etc. Je pense que c'est quelque chose, il va falloir avoir une certaine habitude sur table, et surtout, vous n'allez pas forcément pouvoir avoir un plan macro défini parce que l'adversaire va pouvoir essayer de s'adapter à ça et vous allez avoir des games complètement différentes. Il va falloir une certaine quantité de persos sacrifiés. Non, bah pas forcément. Hein. T'as pas besoin de débloquer les 7 à chaque partie. Hein. Mais vraiment, ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que ça, rien que ça va vous garantir des parties extrêmement différentes. Parce que vous pouvez jouer contre Doc de plein de manières différentes pour essayer de dodge ces trucs. Donc, ce genre de capacité rend le jeu vraiment très, très, très interactif. Donc, vraiment, gros kiff. Gros coup de cœur. Dommage, hein, je vais probablement continuer à jouer Lumi, mais en vrai, c'est très intéressant. Voilà à peu près tout sur les news doc. On va voir au cours de la semaine probablement des news Sylvanette. Jeudi matin, je crois qu'on a le reveal de la Depticon, le reveal de Cities. J'ai extrêmement hâte. Il se passe beaucoup trop de choses en même temps, mais bon, c'est la vie. Allez, on va parler un petit peu de Brothers War. Donc Brothers War, c'est le tournoi anglais où on est allé avec une partie de l'équipe de France pour s'entraîner. On a fait l'analyse des listes la semaine dernière. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur le YouTube. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était très très cool. On finit troisième. On perd une ronde contre les gagnants d'ailleurs. On perd une ronde. Ce qui n'était pas déconnant, on va y revenir. Mais très content au global des perfs de tout le monde. Et du coup, on va parler un petit peu des match-ups qu'on a eu, des pairings, etc. Parce que, comme ça, je vous fais un petit débrief. En tout cas, l'event en lui-même était vraiment très cool. C'était à Element Games à Stockport. Donc, les gens qui connaissent le site Element Games, on était dans la boutique. La boutique qui a un espace très très grand, hein, puisqu'il y avait 45 tables de jeu hein, pour jouer. Ça s'est très bien passé. C'est Phil Marshall, le capitaine de l'équipe anglaise, qui dirige l'event. Qui a fait ça de main de maître. Et avec Martin, c'était notre première expérience en tant vraiment que coach. Enfin, moi, en tout cas, c'était ma première. Je pense pas que Martin, c'était sa première. Non, Martin, il avait déjà coaché la L1 Retour il y a 1 an et demi. Il y a 1 an. Moi, c'était ma première expérience en tant que coach. En tout cas, en tant que non-joueur. Et je vous ferai un débrief après avoir parlé des pairings. Des pairings et des résultats. Donc, ronde 1, nous avons joué, je crois, Travé 6. Ouais. On a joué contre Crimson Thunder. Crimson Thunder, c'est une grosse partie de l'équipe Pays de Galles. On a joué 5 équipes nationales, ce qui était un objectif. Donc, on était très contents. On a joué 5 équipes nationales. C'était très cool. Donc, on a fait un pairing Korn dans Nurgle. Ça, on le voulait.
parce qu'on voulait voir ce que ça donne. C'est la liste 80 Bloodletter et la liste Nurgle, c'était. C'est une liste avec des Rodsword, un Rotigus et ensuite un peu de démons et des Sloven. Donc j'allais dire une liste pseudo-classique. Il y a des variations, mais il y a quand même le pack de Rodsword qui est toujours présent. Et on s'est bien débrouillé puisque Yorin ramène beaucoup de points sur cette partie-là. En deuxième lieu, on a Hugo en Iron Joe. Hugo qui débutait sur Iron Joe, voulait tester un peu la faction, donc c'était pas mal. Et on a joué contre une liste corne un peu bizarre, avec un spam entre guillemets de Skull Reaper. Euh, je pense pas que c'était la meilleure liste corne possible, hein, clairement. Sinon, c'est celle-là qu'on avait ramené. C'est celle-là que l'on aurait ramené. Mais voilà, du coup, on a pu tester un peu le MU et ça joue. Grosso modo, je pense que dans une liste corne un peu plus énervée, Iron Joe a quand même son épingle du jeu à tirer, mais c'est pas forcément toujours évident, mais c'est normal. La corne, c'est une très bonne armée. Caradron Stormcast, cette game a été terrifiante à regarder. Donc la liste Stormcast, je vous la montre. Nous, on jouait Ironclad, Frégate et des trucs autour. Les Stormcast, c'est 2 packs renforcés de Palador, des Palador. Pardon, j'ai dit 2 packs renforcés de Prosec, un pack de Palador, 6 Long Strike, 5 Vigilor, Night Lictor, Bastien Cartalos. Et ce qui s'est passé, c'est le Stormcast a pris le T1 et a tout envoyé T1 dans la tronche de Thomas. Littéralement, il a tout envoyé. Et Thomas était bien placé, etc. Il a fait ce qu'il fallait et il s'en est sorti, quoi. Mais c'était vraiment all-in T1. Et c'est un peu une dynamique qu'on va retrouver un peu sur d'autres matchs. C'est dans la méta internationale, mais particulièrement dans la méta, j'allais dire anglaise, mais c'est plutôt la méta de Grande-Bretagne, puisque c'est commun à toutes les équipes un peu de l'île de Grande-Bretagne, que ce soit le Pays de Galles qu'on a affronté là, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Bah ça peut jouer très très aggro, quoi. Et du coup, là, ça a été le cas, mais on s'en est très bien sorti, en tout cas sur ce match. En quatrième game, on a eu Grégoire qui joue contre Matt Goldesbro, qui jouait Luminette, avec une liste un peu que j'ai trouvé un peu bizarre et qui a très bien fonctionné, hein. La liste, elle a extrêmement bien fonctionné. Et il jouait Lyrior, Didon Rider, 20 Sentinelles, Eltarion, Spirit of the Wind, Caligrave, D-Blade Lords et D-Warden. Et en fait, j'ai pu voir cette game. Et en fait, ce qu'il faisait... Et moi, c'est pas du tout comme ça que je joue Luminette, donc c'était très intéressant. Je vais baisser un peu le son de quoi. Baisser un peu le son de quoi, monsieur. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il déployait Lyrior et les 10 Dawnrider en front. Et tour 1, il met rune de vent. Avec la rune de feu que Lyrior donne, ça donne également le bonus de plus 4 de move. Donc il a, il a moins 1 touche et plus 4 de move sur ces unités-là. Et du coup, il envoie direct à balle ces unités-là dans la tête de l'adversaire en envoyant également du coup le Spirit et Eltarion. Et il bombarde en même temps avec les Sentinelles. Il fait un maxi all-in et derrière, il refait un all-in avec les Blade Lords. Et du coup, c'était extrêmement intéressant à voir parce que moi, je joue pas du tout ça, Luminette comme ça. Et du coup, voir qu'on peut jouer Luminette différemment et que ça peut fonctionner, ça a un peu surpris Grégoire, hein, à juste titre. Et je pense que ça a été extrêmement bénéfique pour nous de voir ça directement sur table et notamment pour Grégoire également de voir ça sur table. Donc c'était très cool. Grégoire s'en sort bien quand même, il sauve pas mal de points puisqu'on perd que de 16 points, hein. C'est pas trop grave. Mais du coup, on a pu voir la liste complètement jouer différemment en 2 vagues, une vague T1, une vague T2. Et juste, faut que tu deals avec tout ça dans ta tête, quoi. Donc c'était très intéressant. Salut Brax, merci pour les 2 ans de sub. Merci beaucoup. Donc voilà, bref, la liste était intéressante à affronter et intéressante à regarder. En dernier lieu, on avait Fake contre Idonet. Je sais plus ce que jouait la liste Fake. C'était un mix, je crois. Ouais, c'est ça. C'était un Nightly Echelon, mais avec un mix de Morbeg Knight,
et de Cryptorore. Et au lieu d'avoir des petits cordons, il avait des monstres, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix, les monstres étant exceptionnels. Donc on s'en sort bien sur cette ronde, on gagne, on gagne toutes nos games sauf la game Lumid Zench, sur lequel Grégoire s'est fait un peu surprendre, mais dans l'absolu on est très content des matchs parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage sur cette première game dès le début, hein, parce que le Stormcast qui full all-in dans Caradon, c'était très effrayant, hein, quand nous on voit ça avec Martin, on sait pas, et d'ailleurs je pense pas que Thomas savait comment ça allait se finir, s'il allait se faire rincer ou pas. Donc on savait pas, on savait que d'un côté, on savait que ça allait se faire rincer d'un côté. On savait pas duquel. Et par contre, le Stormcast jouait très lentement. Il a mis 1h20 à faire son premier tour. Il n'y avait pas de clock. Mais on savait que, vu comment la game allait tourner, il n'y avait pas besoin. On n'allait pas se faire time out. Parce que ça s'est laté très très vite, très très fort, quoi. Donc, première ronde très très cool contre l'équipe Welsh. Et ça nous met déjà dans de bonnes dispositions, beaucoup d'apprentissage, et on avance dans la deuxième ronde avec l'équipe allemande. Deuxième ronde avec l'équipe allemande, il faut noter, c'est très important, qu'ils avaient un joueur qui n'a pas pu venir. Tobias n'a pas pu venir, je crois. Non, c'est pas Tobias, c'était Dario, pardon. Dario n'a pas pu venir, il a été remplacé par Will Jackson, qui était un joueur anglais sur place qui a pu remplacer. La ronde était extrêmement close. On a voulu faire des tests. On a voulu tester le match-up Ogor-Ido. C'est la liste Ogor Opti, en tout cas considérée comme Opti du moment avec les 3 scrap launchers, etc. On voulait voir ce que ça donne. À côté, on avait Eronjo contre la liste Prince Démon. En dessous, on a eu la liste Korn contre la liste Fake. La liste Fake est énervée, hein. On l'a vu sur table et honnêtement, cette liste, elle est incroyable, hein. Vraiment, c'est très très difficile à gérer. On a joué contre. En plus, on a eu du bol parce qu'on a typiquement dans le match-up, on a chopé ça gratuitement. Alors que ça, c'est censé ne jamais mourir. On a chopé ce Ghoul King sur Terror Guys gratuitement. Et avec ça, on a failli perdre. Hein. C'était très très chaud. Donc la liste est vraiment exceptionnelle. Bon, la liste City, c'était une liste pas ouf, hein. Et en dernier lieu, on a joué contre un Soulblight qui jouait une liste un peu étrange. Mais ça reste Soulblight, donc c'est toujours assez simple d'aller sauver des points. Sur les résultats, on a Grégoire qui fait une petite win. Donc c'est pas forcément étonnant. Enfin, c'est un peu étonnant parce qu'on était sur Noxus Nexus et je pense qu'on a pu faire une plus grosse win. La ronde était très intéressante à plein d'égards. En fait, dans sa ronde, Grégoire, il a joué de manière très gentille et grosso modo, l'adversaire s'est fait cloquer. Il a essayé de continuer à jouer et bref, Grégoire lui a accordé des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû. Mais en tout cas, je pense qu'on aurait pu gagner de plus que ça. C'est pas très grave. Ça aurait pu être grave si on perdait la ronde. Et après, grave, c'est pas non plus gravissime, mais voilà. Mais en tout cas, ici, je pense qu'on aurait pu gagner d'un écart plus large. Et de la même manière, sur la game Caradon Cities, le joueur Cities qui est remplacé était pas très bon. Et du coup, Thomas a fait un peu une game didactique en début de partie, au lieu d'y aller à fond. Ce qui nous coûte des points. Donc ça, on en a discuté avec les joueurs, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut, hein. Quand on est en solo, c'est complètement OK de faire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Quand on est en équipe et que les gens, la plupart des autres, que tous vos alliés, que tous vos copains, ils s'arrachent pour aller chercher le moindre point, toi, tu peux pas laisser 10-15 points à l'adversaire parce qu'il n'est pas très bon, quoi. Donc bon, ça on a fait le point, voilà. Donc c'était également intéressant de bien rappeler ce genre de choses, et ça a été le cas sur plusieurs matchs d'ailleurs, hein. Hugo également, il a fait des petites erreurs en termes d'être assez ferme à table, ce qui fait qu'il perd une game qu'il aurait dû gagner. Je pense qu'il perd 10 points, et donc c'est un peu dommage parce que ça réduit l'écart un peu drastiquement. Il perd 10 points qu'il aurait dû avoir dans le match-up parce que sur le dernier tour, il joue pas entièrement son dernier tour, il laisse s'entendre et au final son adversaire peut faire un play qu'ils n'avaient pas vu. Bref, grosso modo, en team en tout cas, on joue jusqu'au T5
et on ne résout rien en parlant. On joue jusqu'au T5. La personne qui est clock est clock. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on est méchant, c'est juste on est dans un gros tournoi en équipe. On s'est mis d'accord sur le fait que il y avait une clock. La clock, elle est pas là pour rien. Bah voilà. Bref. Donc voilà. Yorin qui s'est fait très peur dans le match-up fake. On a déjà parlé. On a eu un kill gratuit. Et après, les Terror Guys qui sont venus et qui ont lavé les Blood Red Letter comme jamais. Donc c'était très très tendu cette game. On s'est vu la perdre beaucoup de fois. Et la game Ido au Gore, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises de notre côté, mais c'était un peu normal. Clément, il découvrait la liste. Par contre, le match-up est pas simple. La liste au Gore est vraiment exceptionnelle. Pour les gens qui veulent voir la liste au Gore, ça ressemble à ça. La liste au Gore est très 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 forte. Je pense qu'on peut win la game, mais Clément a fait des erreurs au déploiement, ce qui le met en retard quasiment sur toute la game, sur ses marées qui se retrouvent mal branlés. Et du coup, il n'est pas du tout placé là où il faut quand il faut. Et en Idonet, en tout cas avec la liste Idonet Muren, ça ne pardonne pas. Et du coup, on s'incline de 21 points, quoi. Rien de dramatique, mais du coup, la ronde était beaucoup plus serrée que ça l'aurait dû l'être. Surtout lorsque, en face, eux, ils ont un joueur, un spare player, qui est censé être beaucoup moins bon que Dario. Là où, si on avait vu Dario, alors on aurait peut-être quand même mis 25 points d'écart en cardon, mais c'est surtout que là, on aurait dû mettre beaucoup plus. Bref. Ça a été une ronde qui était extrêmement utile, mais beaucoup plus d'un point de vue compétitif et comment on aborde la compétition en équipe plutôt que les match-ups sur table, même si il y a eu des apprentissages sur table, il y en a toujours. Mais ça a plus été un apprentissage sur comment se comporter à table. J'ai envie de dire, nos joueurs ont presque été trop gentils avec l'adversaire. Et c'est pas grave. Je préfère. Enfin, c'est pas que je préfère, c'est dans ce sens-là, c'est acceptable. Alors que dans l'autre, c'est pas acceptable. C'est juste qu'il faut qu'on retoggle un petit peu la barre. On peut être gentil et ferme. Et c'est le but. Et on a fait le point le soir même au resto sur toutes ces dynamiques pour être très clair sur comment il fallait procéder et pas se faire avoir parce que les adversaires ils vont toujours essayer d'abuser. En tout cas, à ce niveau-là, il y en a. Pas tous, mais il y a des adversaires qui vont essayer d'abuser de votre gentillesse. Donc c'était très, très, très instructif de ce côté-là. On gagne la ronde de 7 points. On aurait dû la gagner de beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter comme un con à table. Ça veut juste dire, on est ferme. En fait, à partir du moment où tu joues pour l'équipe, tu ne peux pas prendre la décision par toi-même de donner des points à ton adversaire. Tu joues en équipe. Tu es responsable. Tu ne joues pas que pour toi. Donc, le but, c'est de chercher un max de points. Et on ne peut pas se permettre un point. Ça peut vous faire gagner ou perdre les Worlds. L'équipe de France le sait. L'équipe de France de l'année dernière le savent. Sur un point, ils étaient champions du monde l'an passé. Donc non, il n'y a pas de petits points. Tous les points comptent. Et quand vous avez 3 ou 4 autres teammates qui s'arrachent pour aller chercher le moindre petit point dans des match-ups dégueulasses, vous n'avez pas le droit de give up un seul point. Donc voilà. C'était très, très, très instructif et une excellente chose d'aller à ce tournoi. La ronde 3, la ronde compère, on se fait vraiment marcher dessus. Donc, ça va être très intéressant de débrief un petit peu. Après, c'est l'équipe qui gagne le tournoi. C'est probablement l'équipe qui avait une des meilleures combos de liste. On va pas se leurrer. Ils avaient Zench, Lumi, Stormcast qui sont probablement les 3 meilleures armées du moment, avec Snurgle qui est probablement aussi dans le top 4. On a probablement le top 4 des meilleures armées du moment, plus une armée très, très spéciale. Une armée extrêmement bizarre. Parce qu'il jouait 11 Doomwheel, Darren Watson. Darren Watson, il jouait cette liste-là. Donc, grosso modo, ils avaient pris probablement les 4 meilleures armées de la méta, plus une armée un peu niche, quoi. Là où nous, je vous l'ai déjà expliqué, on a taillé notre roster à la fois pour faire du training, pour tester des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est censé perdre, mais ça veut dire qu'on ne part pas gagnant. On a
j'ai merdé un pairing. J'ai même merdé 2 pairings. Donc ça, c'est de ma faute. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Il vaut mieux le faire à cet endroit-là. On a bien débrief là-dessus. Grosso modo, Caradron, on nous présente Nurgle Zench. Et Thomas me dit qu'il préfère aller dans Nurgle. Et je pense que j'aurais pas dû l'écouter là-dessus. Hein. C'est de ma faute. C'est ma responsabilité d'écouter ou pas le joueur en fonction de ce que je sais et de ce que je pense. Et au début, je voulais l'envoyer sur Zench et j'ai écouté Thomas. Je l'ai envoyé sur Nurgle et je pense que c'était une bêtise puisque on perd de 5 points la partie. Et honnêtement, il n'y a pas un monde où en Caradron, on gagne contre Nurgle sur Passing Season. C'est impossible. C'est impossible, c'est ingagnable. Et donc, pour moi, on aurait dû essayer le match-up Zench, qui est pas simple. Hein, on va pas dire le contraire. Il est pas simple le match-up Zench pour Caradron. Il y a des outils, mais c'est pas facile. Mais je pense que ça aurait été quand même plus tractable que Nurgle. Il y avait des choses à faire, quoi. Là où Nurgle, il peut complètement bloquer le jeu avec beaucoup trop de PV pour que Caradron fasse quelque chose. La deuxième game, on envoie Ido dans Skaven. Et en vrai, je pense que cette game, on peut. Le match-up est gagnable pour Idonet. Mais Clément fait une grosse erreur de déploiement. C'est des choses qui arrivent surtout quand vous avez 3 games dessus. Et il perd ses 2 persos T1. Et à partir de là, la game d'Aren va être au-dessus à l'attrition. Légèrement en fait. Hein. Il va pas non plus. Darren va perdre 70% de son armée. Mais ça suffit. Et Darren peut jouer avec 30%. C'était Passing Season. Et Darren, il peut jouer avec les 70%, les 30% de son armée quand Clément n'en a plus. Et du coup, le fait de perdre ces 2 persos ronde 1, si Clément a les 2 persos à la fin de la ronde 1, si les 2 persos sont en vie au lieu d'être morts, la game est complètement différente. Et ça, c'est juste une erreur de placement. Surtout qu'en plus, Clément, du coup, a paniqué, a pris de la mauvaise marée tour 1. Parce que Darren dit qu'il prend le premier tour. Et donc là, Clément se dit j'ai fait une erreur. Et du coup, il prend le -1 touche. Ce qui peut se comprendre. Hein. On se dit je vais me faire impacter fort. Oh là là. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu prends le -1 touche, derrière, tu ne peux pas. Tu vas baiser tout le reste de ta game. Donc en fait, ce qu'il faut normalement, c'est serrer les dents, tu prends ta TP, et ensuite, tu as un tour 2 incroyable, un tour 3 incroyable. Et évidemment, tu protèges tes 2 persos. Et donc là, il y a eu combinaison de mauvais déploiement de Clément et mauvaise prise de Marais T1. Et Darren, il a vu ce qu'il pouvait faire et ça s'est du coup très mal passé. Surtout sur Passing Season, il n'est jamais sorti de chez lui. Donc il a marqué 2 fois l'objectif chez lui et c'est tout. Et du coup, ça s'est jamais débloqué. Et surtout quand vous n'avez pas retraité une charge, puisque vous perdez votre icône, derrière, tu peux pas aller chercher les objets qui comptent, etc. Donc vraiment, cette game nous fait perdre énormément de points, hein, parce que si vous considérez qu'on est censé la gagner, admettons de 10 points, il ne va pas la gagner de beaucoup, hein, mais si on est censé la gagner de 10 points, là il y a 65, ça fait un delta de 75 points déjà sur l'ensemble. Donc, alors ça fait pas tout le delta, on a 120 points d'écart, on a 121 points d'écart, mais ça fait quand même déjà beaucoup, quoi. Donc bon, après ça arrive, hein, c'est normal. Ensuite, on a Simon Weekly en Zench contre Yorin. Cette game était très drôle, c'était sur Pass of the Fae, parce que Yorin nous dit j'ai jamais lu de Zench, je ne sais pas ce que Zench fait. Ah, bon, ça va être fun comme première game. Donc il a eu un brief très rapide, mais du coup derrière il s'est quand même pas si mal démerdé parce que aller choper 4 points de victoire contre une armée qui est très forte dans la méta et qui connaît pas du tout, il a dû apprendre sur le tas, il a fait plein d'erreurs, mais la game était extrêmement instructive. Derrière, Grégoire qui perd 56-68 contre Dan Bradshaw en luminette. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé dans cette game. Il était sur Pass of the Fae également. Ça, c'était une erreur de pairing. Je vais y revenir. Mais en tout cas, il était sur Pass of the Fae. Et je pense qu'il perd l'attrition. Je ne sais plus ce qui s'est passé dans cette game. Mais il contrôle, entre guillemets, la défaite. Il perd que de 12. La problématique, c'est qu'on perd à beaucoup trop d'endroits. Hein.
Mais du coup, ça, c'est pas le drame, vous voyez. Et derrière, Stormcast Iron Joe, là, on perd de beaucoup. Ça, c'est une erreur de pairing. Grosso modo, on aurait dû Open Iron Joe sur pass au lieu de Zench, ce qui nous aurait garanti que Iron Joe puisse jouer. Il pouvait pas vraiment jouer, il était sur Life Cycle et c'était l'enfer, quoi. Donc, on aurait dû l'Open sur pass et ça, c'est de notre faute. Et Zench n'aurait pas forcément fait moins bien dans l'autre match-up, quoi. Donc, il y a eu des erreurs de pairing et derrière, bon, il y a eu des erreurs de jeu, ce qui s'entend. Et également, leur roster était très bon, hein. T'as regardé en détail les résultats des Nurgle, les meilleurs sont ceux que tu avais questionné le plus. Le premier, celui qui avait le plus de Rodsword et en non renforcé. Le second est celui avec SOG Rotigus. Le quatrième et le cinquième sont les Gardner. En réalité, les classiques Nurgle sont mal classés. Mais Nico, tu peux pas regarder les classements indiv en team. Parce que en fait, tu peux pas savoir. Grosso modo, ton premier Nurgle, ça se trouve, il a été le seul à gagner dans son équipe. Son équipe a affronté que des bottom tableaux. Ça n'a aucun sens de regarder du classement individuel, hein. Le classement individuel n'a absolument aucun sens dans un événement d'équipe. Il ne sert à rien de le regarder. Là, par exemple, Max Barton est dans l'équipe gagnante. Donc lui, c'est intéressant de regarder. C'est lui le vrai meilleur Nurgle du tournoi. C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné c'est lui qui est dans l'équipe gagnante. Donc c'est sa liste-là qu'il faut regarder. C'est probablement ça la meilleure liste Nurgle. Si vous voulez une ref. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder les classements indiv, hein. Ça ne va rien vous dire parce qu'en plus, il y a du pairing et tout. Donc voilà, donc bravo à eux. En tout cas, ils ont gagné le tournoi. Je ne vais pas dire qu'ils ont survolé le tournoi puisqu'ils ont perdu quand même une ronde, mais ils ont bien géré. Ils ont bien géré leur tournoi. Donc une partie de l'équipe anglaise, Max Barton, Simon Weekly, Dan Bradshaw et Benjamin Sava sont en équipe anglaise. Donc il y avait 4 membres de l'équipe anglaise dedans. Donc c'était très cool de les affronter. Et puis les gens ont pu voir un peu qui était qui, etc. Donc c'était un très très bon entraînement. Donc suite à ça, on a fait débrief le soir et on a parlé du comportement à table, de tout ce dont je vous ai parlé juste avant. Et voilà, du coup, jour 2, on est remonté et vous allez voir, on est tellement remonté que jour 2, on tape l'équipe Irlande et en dernière ronde, on tape l'équipe Pays-Bas. Et je crois qu'on a fait 10 victoires sur 10 matchs. Donc là, vous voyez, full vert, 10 victoires contre la team Irlande. Et sur la ronde 5, je vais vous le débrief après, hein, mais sur la ronde 5, en théorie, si je ne m'abuse, on a également fait 5 victoires contre la team Pays-Bas. Donc c'était pas mal cette défaite parce que ça a énervé tout le monde, quoi. Tout le monde était bien remonté et du coup le rebond était très beau à voir. Côté Team Irlande, on a eu Idonet dans Sylvanet. Ça a été un match-up. On a su, je crois, tour 1 qu'on avait gagné. Parce que je crois que Clément, tour 1, il sort Drisha. Il sort Durtu. Il sort. Je crois qu'il sort encore un truc, je crois. Bref, je crois qu'il sort 3 gros trucs, tour 1 sans quasiment rien perdre, en prenant 5 PV dans la tortue. Donc on savait déjà qu'elle était gagnée. Grégoire qui joue contre Fake, c'était une liste full héros, donc probablement un peu sous-opti, on pense. Une liste héros hammer en Fake. Et Grégoire qui a joué toutes ses games sur 5 tours, donc avec beaucoup de tricks. Et du coup, à la fin du tournoi, qui se sentait beaucoup plus à l'aise et qui nous gagne de 12 points. Donc c'était très bien, sur ce grasp. Des tournois de 2000 points. Oui, c'est des tournois de 2000 points. Ensuite, Thomas qui joue contre Luminette en Caradron. Le joueur Luminette qui a fait des erreurs de déploiement et Thomas qui prend le T1 pour punir. Et on s'est fait très très peur sur cette game parce que Thomas qui prend les Riverblade en face T1 et Loreseeker T1. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle parce que les Riverblade, ça enlève beaucoup de jeux. On disait sur Cyclic Shift. Par contre, derrière, l'autre joueur full YOLO, Linson Sévirette et plus Eltarion, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très risqué. Grosso modo, c'est un gros pari sur le fait d'avoir un double tour. Et il a un double tour. À ce moment-là, Sévirette a pris 9 PV sur C10. Thomas n'a pas réussi à faire le dernier PV.
Et l'Ironclad est plus qu'à 6 PV. Et grosso modo, là, si Thomas a le tour, c'est quasi 20-0 assuré. Et là, Luminette a le tour. Et là, je peux vous dire qu'on a transpiré. Mais au final, on s'en est sorti. On a perdu l'Ironclad, mais c'était pas grave. Mais on a bien transpiré quand même. Hein, quand le Luminette a full gamble into à avoir le double tour, wow, on s'est aussi vu perdre sur cette game. Derrière, on a Yorin qui fait sa deuxième game contre Zenj, donc il a encore bien appris. Et la game était très serrée. On a eu des disques qui ont fait des dingueries. Hein. On a eu littéralement une active de disque qui a sorti, je crois, qui a mis 39 PV dans les Bloodletters, dans un pack de Bloodletters. 39 PV avant Ward, donc je crois qu'il s'est retrouvé avec 32 dégâts. On a une active de disque avec juste un plus un tweet qui met littéralement, qui tue 16 Bloodletters. Alors je vous assure que celle-là, elle n'a pas fait plaisir. Hein. Mais bon, Yorin, il a fait son travail et il est allé chercher sa victoire. Bravo à lui. Et en dernier lieu, on a eu Ironjo dans Nurgle. Je crois que ça s'est tapé dessus en milieu de map pendant toute la game. Et Hugo a tenu l'objectif central. C'était sur Bountiful de mémoire. Et Hugo a tenu l'objectif central toute la game, ce qui lui permet d'arracher une petite victoire. En tout cas, il me semble. Donc au final, tout le monde s'est bien battu. 5 victoires, ça fait extrêmement plaisir contre la team irlandaise. Et en dernier lieu, la team Pays-Bas avec Henry for President. Et là-dessus, c'était un stomp. Hein. On met 137 points d'écart. On a Yorin qui jouait contre Skaven. Le match-up Skaven était très tendu. C'est de la liste classique Raogre, etc. Et honnêtement, on aurait pu la perdre. On a eu une init au bon moment. Et si on l'avait pas, ça pouvait vraiment être tendu parce que les Raogres, ça peut faire très très mal. Donc, il n'y a pas de cordon dans la liste de Yorin. Et ce que ça veut dire quand il n'y a pas de cordon, c'est que tu tankes avec tes PV, mais ce qui fait très très mal, ça fait très très mal. Quoi. Bref, on a eu un peu de réussite là-dessus. Et derrière, côté Grégoire, il a rejoué une game contre Luminette. Je pense qu'il y a eu des grosses erreurs côté Luminette puisque on était sur Creeping Corruption et je crois que le joueur Luminette a été centre map avec tout son dispositif et n'a pas fait grand chose de la game, là où Grégoire il a juste joué son jeu de Zench tranquille pour scorer ses points. Mais en tout cas, bravo à lui, hein, une grosse victoire. La game de Thomas contre Hugo Ricken, c'était impressionnant. Donc Thomas prend le tour 1. Au tour 1, on était sur Pass of the Fae. Thomas tue Kéros, 6 disques de corps à corps, 3 disques de tir et 10 Kerik. Ça, c'est le tour 1 de Thomas. Il tue tout ça. Et derrière, grâce au scénario, Hugo peut tenir toute la map tout le temps. Il swap des trucs. Il remet des chaos spawn à l'infini. Il devenait fou, Thomas, parce que honnêtement, hein, il l'a quasi table rasé en un tour. Et derrière, il gagne que de 11 parce que Zench, ça joue Pass of the Fae comme aucune armée ne joue Pass of the Fae. Quoi. En Ironjo contre Ogre, il y a eu des grosses erreurs côté Ogre. Je pense que le match-up est pas évident du tout. Mais du coup, comme il y a eu des grosses erreurs côté Ogre, Hugo en a profité et a pu prendre un bon 23 points d'écart. Bravo à lui. Et du côté Gloom contre Idoned, Gloom n'a aucune chance contre Idoned. Hein, c'est un gros contre. Pour vous dire, Clément a perdu 2 Murennes sur l'ensemble de la partie. Et pourquoi Clément ne score que 51 ? D'ailleurs, il a aussi scoré, je crois, que 51 à la game d'avant, il me semble. Oui, il a scoré que 51. C'est extrêmement simple. C'est qu'il était en Wrathful attuned. Et en fait, quand il table rase, il ne peut pas faire Wrathful 2 ni Attune 2. Donc, il perd littéralement 20 points de tactique parce qu'il tape trop fort. Donc, grosso modo, là, faut imaginer que on a table rasé, mais on perd 20 points de tactique. Donc, grosso modo, avec des bonnes tactiques, il est plus à 71 qu'à 51. Donc, ça, c'était. Et c'était pareil dans la game d'avant. Donc, grosso modo, ça, c'est parce qu'on avait mis sur les donnettes les tactiques difficiles, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part. C'est pas très grave, mais faut bien comprendre pourquoi on met un si petit score en éclatant la personne d'en face. Quoi.
Donc voilà, on fait un gros score contre Henry for President. Et du coup, ça nous donne un classement de 3e place qui est complètement mérité, hein. Je pense que BDSMD, ils nous ont éclaté en round 3, donc c'est complètement logique qu'ils soient au-dessus. Et la famille, on les a pas affrontés, mais ils ont fait un très beau run et ils perdent en dernière ronde. Donc logique également qu'ils soient au-dessus. Donc je trouve que le podium était pas si mal. Et nous, on a passé un tournoi exceptionnel. Vraiment, l'orga était top. L'ambiance était trop bien. Et en termes d'entraînement, je pense que ça a été très, très, très bénéfique pour l'ensemble des joueurs. Donc, j'étais très, très, très content de cet événement. Derrière moi, côté coaching, c'est très, très, très bizarre. Honnêtement, j'ai stressé beaucoup plus en coaching qu'en joueur. C'est terrifiant, hein, d'être coach, hein. Tu vois toutes les petites erreurs ou les grosses erreurs de tes joueurs et tu peux rien dire. Tu regardes et tu es en mode oh là là, on va se faire rouler dessus. C'est terrifiant, hein, d'être coach. Vraiment, c'est affreux. Tu demandais par rapport à la famille Vedelt, Guerre et Knut, son frère, Johannes et Olivier sont les fils de Knut. Ouais, j'en ai parlé avec Guerre au tournoi, il m'a dit que c'était ses neveux. Et d'ailleurs, Phil avait préparé un award tout particulier pour le meilleur Vedelt. Et du coup, ils ont remis il me semble que c'est à Knut, il a eu le award du meilleur Vedelt. Donc c'était très, très gentil et très sympa. Donc vraiment, le tournoi était très bien. Par contre, coach, je ne sais pas si c'est une expérience que j'ai envie de reproduire. C'est extrêmement stressant. Tu fais pas grand-chose de ta journée, mais tu es tout le temps focus à balle sur tout ce qui se passe. Et ça m'a épuisé, hein. Vraiment, ça m'a épuisé. J'étais rincé. Donc ouais, vraiment pas simple. Pas simple du tout. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'être coach. C'était vraiment pas évident. Et voilà, un event de préparation de l'équipe de France qui était parfait puisqu'on a fait 5 équipes nationales. On pouvait pas demander mieux. Et on fait un score correct qui n'est pas excellent mais qui est pas ridicule non plus. On fait 3e, moi ça me va et c'est plutôt logique. On a fait de la merde sur la ronde 3, on a été puni. C'est des choses qui arrivent et on apprend. Voilà pour Brothers War. Maintenant, on va regarder les listes du tournoi de ce week-end de Crucible. Pour Crucible, petit brief, j'ai changé un petit peu des choses dans la construction de liste. Dans la construction de liste, j'ai indiqué aux joueurs qu'ils pouvaient avoir 400 points de side. Le side, c'est 400 points d'unité, d'option que vous pouvez mettre à part, de côté. Avant de jouer contre votre adversaire, vous allez pouvoir modifier votre liste en incluant ces 400 points. Votre liste doit rester une liste valide, hein. Donc vous enlevez des choses et vous remettez ces choses-là, mais votre liste doit rester valide, hein. Donc ça veut dire que vous devez avoir une liste valide à 2000 points. Mais ça vous donne de la flexibilité par rapport à votre adversaire. Donc vous savez la liste de votre adversaire et son side, et vous pouvez vous adapter. Ça veut dire que vous pouvez également changer de battle formation si vous en avez envie. La seule chose que je n'ai pas autorisé, c'est changer de tactique. Vos tactiques, ça sera toujours les mêmes. Par contre, tout ce qui est gratuit, vous pouvez les échanger comme vous voulez. Et ce qui est payant, si c'est dans votre side, vous pouvez les échanger comme vous voulez aussi. Donc ça, c'était un petit peu la règle que j'ai rajoutée. Sachant que vous ne connaîtrez pas le scénario avant de faire votre swap pour le side. Vous le connaîtrez après le scénario. Donc voilà un peu les bases. Et on va regarder tout de suite les listes des différents participants à Crucible 3. Hop. On est parti avec Vorti. Je vais vous zoomer un peu ça. Excusez-moi. Donc Vorti, je crois que je l'ai vu dans le chat, donc il doit être dans le coin, qui joue Fake avec Knightley et Chelon. Ils jouent en Restless Master. Restless Master, c'est des bonnes tactiques, donc quelle que soit la liste, il n'y aura probablement pas de galère pour les faire. Il joue tout ce qui est dans les paramètres, c'est classique. Il a décidé de jouer Ushoran, DB Slayer, DB Slayer, 2 x 6 Crypto Roar, ce qui s'entend avec les échelons, un Arc Régent,
un Maro Scroll d'Herald, 3 Morbeg Knight et un Royal Dragon Zombie avec du tanking. En side, il a choisi d'avoir un Aborand sur Terrorgeist et il me semble que c'est l'artefact, un Grizzly Pennant. Donc il pourra changer son artefact au besoin. Et également, il pourra inverser tout ce qui est gratuit. Donc ça va être extrêmement intéressant. En tout cas, le cœur de sa liste, ça reste quand même ces 2 packs de Cryptorore. Je suis pas sûr qu'il veuille spécialement changer ses Cryptorore, surtout qu'il faut garder une liste valide. Donc il doit avoir un plan pour rentrer son Aborant. Mais je sais pas à quel point c'est si simple de libérer 360 points. Difficile d'arriver à ces 360. C'est intéressant comme système. L'idée vient d'où? Du side que tu as dans les TCG. Et on avait ça à Battle aussi, je crois, à l'époque. Enfin, ça a eu existé à un moment. Parce qu'en fait, quand vous faites votre side, il faut que vous puissiez swapper correctement. Donc là, si vous rentrez un truc à 360, il faut enlever quelque chose qui vaut au moins 360 points. Donc il faut enlever. C'est potentiellement un peu bizarre. Très curieux de voir ce qu'il va faire. Maro plus Royal Zombie Dragon. Bah non, ça suffit pas. Maro plus Royal Zombie. Ah si, Maro il vaut 120 avec l'Eternal Investment. Ouais, bien vu. Potentiellement, ça peut, ouais. Mais bon, je sais pas si ça a un vrai intérêt de prévoir un swap de Maro et de Royal Zombie Dragon parce que tu as un monstre un peu plus fort. Hein. Mais je pense que Maro Scroll, faut qu'il reste. Hein. 370. 370. Pourquoi 370? J'ai loupé un truc. Laborant, il fait 370 ou il fait 360? Je n'ai pas vérifié. Hop. Scroll. Laborant sur terreau. Non, il fait 360, c'est bon. Il fait 360, donc il faut sortir 360, quoi. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de sortir Royal Zombie Dragon et Maro Scroll. Je pense que c'est strictement inférieur. Ça te débloque pas spécialement un match-up. À voir. Bon, on verra ce qu'il va décider de faire. Oui, mais le Grizzly, il n'est pas obligé de l'attacher, c'est une option. Il n'est pas sur le laborant, c'est une option. Il n'est pas encore attaché, le Grizzly Pennant. Hein. C'est une option qu'il peut mettre où il veut. Donc si jamais il veut mettre juste juste labo, il peut mettre juste laborant. Hein. Oui, dans le side, vous rattachez rien. Hein. Dans le side, c'est j'ai en option un artefact et ça. Il peut juste rentrer le Grizzly Pennant s'il veut. Hein. D'ailleurs, il peut juste swapper s'il a envie d'entrer le Grizzly Pennant et d'enlever le. Si c'est un Arthos, il faut qu'il en ait un Arthos et il peut les interchanger. Hein. Voilà. Ok, bah intéressant. C'est une liste, à mon avis, qui est bonne. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure liste fake. Hein. Depuis que j'ai vu la liste full terreau, je me demande si c'est pas ça la meilleure liste fake, mais bon. En tout cas, très intéressant. On avance sur Big Fun XD qui joue Stormcast Eternal avec Restless Scout. C'est toujours un peu particulier de jouer Scout en Stormcast. C'est pas mauvais, hein. Stormcast peut quasiment tout jouer. Est-ce que c'est le mieux? Ça reste à définir. Moi, j'aime beaucoup Stormcast en Master Restless. Mais en tout cas, on va voir ce qu'il nous a concocté du coup avec son Scout. Il a Bastian, 4 Concussors, 6 Long Strike, 5 Vigilor, 10 Vanquisher, un Night Relictor, 6 Questor, 5 Libé. Le Scout est faisable. De toute façon, à partir du moment où vous avez 2 packs de Questor et d'autres trucs en Stormcast, vous pourrez toujours faire Scout. Mais je sais pas si c'est ce que je préfère, quoi. La liste en elle-même, en sideboard, il a décidé de prendre Indrasta. Moi, je trouve ça très stylé d'avoir un anti-monstre que tu peux rentrer. En tout cas, l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Et en plus, là, vous avez des choses qui se combinent. Par exemple, vous pouvez enlever 6 Questor, 5 Libé. Alors, la seule problématique de faire ça, c'est que du coup, votre scout est plus dur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu sors Bastian et 5 Libé
Ça marche uniquement si Indrasta peut prendre tout ça dans son régiment, mais il me semble que oui, parce qu'il me semble qu'Indrasta peut tout prendre. Donc, je pense que c'est swappable. Si vous swappez Bastian et Indrasta et que vous enlevez les libés, ça peut rentrer. Et du coup, il y a un monde où juste tu rentres ça si à un moment tu veux essayer de le faire. C'est pas une mauvaise idée. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Après, sinon, tu peux swapper d'autres choses, hein. Tu peux enlever Divine Quisher et 5 libés, mais ça te fait un scout plus dur. Donc à voir. Et ça te fait un drop de plus. Très intéressant. Allez, on avance et on regarde la liste de Shoshuro qui vient en Cardon Overlord, en Intercept Master. On est venu là pour se mélanger en milieu de map, ou ailleurs d'ailleurs. Il ramène Brock, évidemment, une frégate, 6 Ringer, 6 Skywarden. Donc déjà là, ça va se taper dessus au corps à corps. Il ramène 5 Thunderer, un Iron Master avec Henry Ness, avec la Burst Grenade, un Ironclad et 20 Arcanoid compagnie. Donc on a quand même une plateforme de tir très solide, puisqu'on a l'Ironclad, la frégate, Brock. On a quand même à courte portée du tir en plus. On a de l'anti-ward au besoin. Et dans le side, il a 6 Skywarden au cas où on veut vraiment y aller au corps à corps, 10 Arcanoid compagnie, Forbidden Power et 2 options. Donc il a énormément d'options de jeu. Et il peut swapper beaucoup de choses. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir rentrer Forbidden Power en optionnel au besoin. Euh, ça peut être intéressant. Peut être très intéressant. Après, je ne sais pas trop ce qu'il enlève exactement pour rentrer quoi. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas juste mettre des choses en option et vous dire bah, c'est des bonnes options. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce que vous pouvez enlever pour rentrer des choses à la place. C'est pour Zen, je peux unlock les 10 sur place. Ouais, je sais, t'inquiète, Shoshiro. Mais vous pouvez pas juste prendre. Alors, les options à 20, 10, 10, vous avez besoin que d'un changement mineur. Mais grosso modo, pour, euh, pour des trucs comme 6 Skywarden, il faut bien réfléchir à ce que vous enlevez pour rentrer 6 Skywarden. Pour enlever Rigger Thunderer, mettre Warden Arcanote. Ouais, non, mais j'imagine que tu as regardé. Hein. Mais voilà. Grosso modo, voilà un peu l'idée. Donc, très hâte de voir ce que va donner le bon Shoshuro avec sa liste Caradon. On a Artemas qui est dans le chat également avec un Zench en Mutant and Mad Things, donc avec un setup en mouvement de phase. Il joue Master Restless, qui est jamais un mauvais choix de tactique. Et en Zench, c'est très bon, il n'y a aucun débat là-dessus. En Lore of Change, qui est le lore le plus flex, le moins bourrin, entre guillemets. On joue avec tout le reste de Zench. Donc on joue Keros avec Exalted Flamer, Flamer, Pink, Lord of Change. Ah, on joue les 2 pigeons, très intéressant. On joue 2 Chaos Spawn, je pense que c'est une très bonne idée. Je trouve que un Chaos Spawn, c'est pas assez. J'ai vu beaucoup trop de Zench se retrouver coincé sur table avec un Chaos Spawn quelque part. Donc ça, je pense que c'est vital d'avoir 2 Chaos Spawn dans chaque liste, au moins. Le Curseling qui est peut-être un des meilleurs War Scroll ever. Donc on a ici une liste très très difficile à jouer, je pense, parce que il y a juste rien pour def. Hein. On n'a pas, on a 10 pink horror quoi pour coordonner. Hein. Donc ça va être très intéressant de voir comment Victor s'en sort sur cette liste. C'est une liste qui est très greedy, hein, puisqu'il y a énormément de dégâts. Hein. On a beaucoup de dégâts avec ça, plus les disques. On a énormément de jeux avec les 2 pigeons. Hein. C'est très tech. On va pouvoir faire beaucoup de choses sur map. Maintenant, faut pas se louper. Hein. Faut vraiment pas se louper. Parce que tu fais une erreur, c'est fin de partie. Hein. T'as vraiment aucune marge d'erreur dans cette liste. Donc très intéressant. Je vais dire, ça va être très cool de voir ce qui se passe sur la game d'Artemas. Très hâte de voir ça. Je pense que ça va être explosif. Hein. Et je pense, Artemas, que t'es pas trop content de voir déjà un Caradon. Je pense que Caradon est très content de voir ce genre de truc. J'ai peut-être tort, hein, mais j'ai l'impression que ça, t'es pas content du tout de voir un Caradon.
Sachant que pour rappel, les match-up, ils seront en fonction de la pool que vous avez gagnée. Et tous les gens hors pool qui ne sont pas venus via une qualif de pool seront placés, en tout cas pour la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart seront placés comme s'ils avaient gagné la pool maximale pour ne pas gêner les petites poules qui sont censées s'affronter entre eux au début. Voilà. Donc Artemas, je ne sais plus de quelle poule tu sortais, mais tu peux presque déjà déduire avec plus ou moins de véracité qui tu es censé affronter. Mais je ferai un tableau et tout. Ensuite, pool 7. Ouais, donc à voir. Je ne sais plus exactement. Mais de toute façon, je ferai un tableau. On a Killix, on a Reluzench, mais on joue en Fated Blade cette fois-ci. Donc, c'est pas de setup, mais plus de cap de dégâts. On joue en Restless Intercept, donc c'est un peu la même vibe que Master Restless en vrai. Hein. C'est un poil différent, mais c'est un peu la même vibe. Il joue en Lord of Fate, le bon Killix, donc on joue avec moins de jeux, mais beaucoup plus de tanking sur table. Et du coup, quand on joue à Lord of Fate, on a forcément un peu de spam de Zangor. Donc là, il a 40 Zangor. Il a 6 disques. Il a décidé de jouer sans pigeons. C'est presque l'opposé de la liste d'Artemas. C'est très très intéressant. On garde quand même 2 Chaos Spawn et ça, c'est bien normal. Un Gone Summoner, un Fatemeister, un Magister. Beaucoup de body sur place. On est presque sur la liste opposée de la précédente. C'est très intéressant de voir ces deux styles de jeu très différents. Ça va être très très cool à voir ça sur table. Et les deux listes, je pense, sont très bonnes. Je pense que la liste de Killix est beaucoup plus stable, mais a beaucoup moins de jeux. Donc si ça se passe mal, il n'y a pas grand-chose pour rattraper. Enfin, il n'y a pas grand-chose pour rattraper. Il y a de la redondance. Après, si ça se passe mal pour Artemas, il n'y a pas grand-chose non plus pour rattraper parce qu'il n'y a pas de tanking, quoi. Hein. Mais il y a énormément de jeux sur table. Là où il y a moins de jeux côté Killix, il y a plus un peu des stats brutes, même s'il y a du setup, il y a des choses à faire, quoi. Et de toute façon, il y a toujours du jeu. En fait, le niveau de base, le niveau le moins de jeux de Zench, c'est probablement plus de jeux que 90% des armées du jeu. Derrière, on a Hysterius en Disciple of Zinch. Oh, le beau miroir qu'on va avoir. Hein. Lui, il joue Fated Blade pareil que Killix. Il joue Restless Intercept pareil que Killix. Lui, par contre, il joue en Lore of Change. Donc, il joue pas avec le lore de tanking, entre guillemets. Il joue Keros, 2 Chaos Spawn, 6 disques, un Curseling. Donc pour l'instant, il n'y a rien de surprenant. Il joue des Caricacolites renforcés de Scourge, DJ d'Obélisque, un Zangor Shaman, 20 Zangor et un Ogre Thaumaturge de Scourge. Il laisse décider en side de mettre un Magister et des Skyfire. C'est intéressant. Là, on se retrouve dans un mix entre les deux, comme s'il y avait un juste milieu. Et je dis juste milieu, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure la liste. Hein. Mais comme s'il y avait un juste milieu entre Artemas et Killix, c'est marrant. Vraiment très, très drôle. On a vraiment, on a eu un extrême, l'autre, et là, oh, plein centre. Et je pense que les 3 listes sont très bonnes. Lazy en Stormcast. On se demande quelles sont les meilleures armées de la méta. Hein. On a 3 Zench 2 Stormcast pour l'instant. Let's go. Donc, ils jouent en Lightning Echelon en Restless Intercept avec Karazai, Praetor, Questor, Vexilor, Stardrake, 4 Concussors, 3 Stormcoven. C'est des builds qu'on voit de temps en temps. Ça fait 1 an et demi qu'on en voit. C'est pas si souvent, mais on en voit. Et c'est toujours une très bonne idée. Donc, très très hâte de voir ça sur table. En side, il a décidé de mettre le Mirror Shield et Legendary Tenacity, 6 Annihilator et 5 Vigilor. A noter que je leur avais dit que toutes les options gratuites, ils n'avaient pas besoin de les écrire en side, parce qu'on va pas faire une bibliothèque de toutes les options gratuites. Donc, c'était pas nécessaire forcément de mettre ça dans les options de side. Mais il faut bien compter que vous pouvez interchanger tout ce qui est gratuit. Ce qui est vrai même pour les gens qui n'ont pas spécifié de side. Hein. Si Killix et Artemax veulent swapper des choses, genre par exemple la battle formation, ils ont le droit. Le seul truc qu'on n'a pas le droit de changer, c'est les tactiques. Même le lore, si jamais, par exemple, Hysterius, si jamais il se dit « Oh, je vais jouer avec l'autre lore », ben, il a le droit. Vous voyez ? Parce qu'il va le 0 point. Donc, il y a des choses qui peuvent changer quand même.
Derrière, Coltain qui joue en Stormcast. Donc là, on a 3 scores, 3 Stormcast, 3 Zench Infect pour l'instant, un KO. Et B. Donc il a décidé de ramener Restless Master. Dingue le système de swap, trop dommage qu'on n'ait pas eu ça pour les phases de pool. Ouais, on teste des trucs et après ça peut revenir dans les phases de pool. Déjà, on va tester, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne au tournoi, si ça marche bien, si on s'en sort, s'il n'y a pas de problème. Et ensuite, on verra. Sympa la méta. Oh, la méta est assassine au possible. Hein. Vraiment. Donc, Restless Master, donc c'est un classique de Stormcast, rien à dire. Cartalos, 4 Tempestor, intéressant. 6 Prosec, 3x3 Annihilator, 2x6 Questor, 1 Lord Célestin, 1 Lord Véritant. Et un régiment de renom. Du Caligrave et en side, évidemment, le side le plus parfait possible en Stormcast, Silong Strike. Vraiment, le side est limité à 400 points. J'aurais dû dire 390 parce que ça, c'est vraiment une honte que ça passe dans le side. Vraiment le side le plus horrible. Oh bah, si jamais t'as un monstre, bam, je rentre Silong Strike. Allez. Bref, en tout cas, c'est un side parfait, je trouve. Maintenant, les animateurs, ils sont bons. Hein, il n'y a pas trop de problèmes à ce prix-là. Les questors sont exceptionnels. Les Tempestors, je ne sais pas s'ils sont si bons que ça, mais ils ne sont pas mauvais, ça c'est sûr. Maintenant, la liste, ça n'a pas tant... J'allais dire, la liste, ça n'a pas tant de dégâts, alors que bon, en vrai, les questors, ça tape. Il y a tout qui tape, en vrai. Ça n'a pas de dégâts giga explosifs, à part les Pro 5 en vrai. Les Pro 5, ça sort pas mal de trucs, mais ça a du dégât quand même. Hein. Tout fait des dégâts dans la liste. Et puis si on veut, on rentre les long strikes. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il enlève pour rentrer des long strikes? Il peut pas enlever juste les 3 annihilators, ça fait 390. Il peut enlever les 2 packs de Questor Soul Sword, mais je pense que c'est un peu troll. Donc très dur de savoir ce qu'il enlève pour rentrer. Il ne suffit pas de mettre ça. Il faut aussi savoir ce que tu enlèves. Donc, pas simple de savoir ce que tu enlèves pour rentrer ces longs strikes. Je t'en regarder, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. En tout cas, ça fait une belle méta. Allez, on avance. Caradron. Pour l'instant, on joue beaucoup les mêmes trucs. Hein. Thomas qui était, et je pense qu'il est encore dans le chat, qui a décidé de jouer du coup Brock, 3 frégates, 6 Skywarden, 1 Codewright, 3 x 10 Arcade Company et Nurgle's Gift. Très intéressant. On va voir ce que ça donne ça. Donc c'est pour ça qu'il a séparé ses Arcade Company. Derrière, il a 6 Skywarden, un Admiral en side. J'ai peut-être pris la mauvaise liste. Parce qu'il me semble que c'était pas ça son side. Ça c'est my bad. C'est peut-être pas la bonne liste. Thomas, tu peux me dire si c'est la bonne liste ou pas? Il me semble que c'est pas la bonne liste, Thomas. Si t'es dans le chat, dis-moi. C'est pas la bonne liste. Ok, ça c'est moi, c'est pas la bonne liste. À la place de l'admiral, il a un nul chémiste et il a la grenade, l'anti-ward. Ça c'est moi qui ai pas pris la bonne liste. My bad. Donc à la place de l'admiral, là, c'est nul chémiste et la grenade anti-ward. C'est ça, hein, Thomas, hein, me semble-t-il. Ouais. Donc voilà. Je corrigerai pour que ça soit la bonne liste. Donc intéressant de voir, très intéressant de voir les triple frégates. On verra ce que ça donne. Avec toujours un nom de liste très inspiré. Nous avons Spartan Hervé qui joue en disciple de Zench pour changer. Oh là là. Oh bordel. Et vraiment, hein, c'est impressionnant. Donc, je découvre hein, les armées. Hein. J'ai pas regardé les armées. Newton and Mad Things, donc on connaît déjà. Scout Restless, pourquoi pas. Law of Change, Manifestation of Zinch. Il joue le Cursling, DJ de Bélisque, 2 fois 20 ans encore, DJ de Bélisque.
Ok, tout ça c'est plutôt classique. Un Gaunt, 2 Spawn, 3 Screamers, ça s'entend. Et 2 fois 20 Kerik, un Magister. Donc il joue sans gros pigeons, hein, un peu comme. C'est une liste qui ressemble un peu à celle de Killix, sauf que lui a décidé de jouer avec du jeu, donc avec le lore de jeu et la battle formation de jeu, là où Killix a plus des choses de DPS check. Maintenant, ils vont pouvoir le changer. Très intéressant et je pense que la liste est bonne. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Marmousé et Oui, on a autre chose. On a autre chose, les amis. Bone Reaper en Drill Master, évidemment. Ou un Nagash. Très intéressant. Bah, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Hein. 5 Cavalos, 4 Morgas Harbinger, 20 Triax, 1 Lige Mortec, 10 Mortec Guard. Waouh. La liste semble vide. Je sais pas si Nagash est si bon que ça. Je sais pas si c'est du test de la part de Marmousé, mais ça va être très cool à voir sur table. Et en side, il a mis 10 Mortec Guard de plus et un Bone Shaper à 140 points. Donc à voir ce qu'il veut faire de tout ça. J'espère qu'il va gagner, il faudrait une note à l'originalité. Après, il y a quand même 4 Morgas Starbinger. Hein. Les Morgas, c'est un peu le truc que tout le monde a tout le temps joué. Mais ouais, j'entends. Allez, on avance. Un Caradron. Oh bordel. Oh la méta de Zinzin, vraiment. Oh la méta, elle est assassine au possible. Hein. Vraiment, c'est Caradron, Stormcast, Zench. Et c'est tout. Hein. Aïe, 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 aïe. Et les match-up miroirs vont être exceptionnels. Hein. Donc, il joue Taze, Restless Master, Brock, 2 x 20 Arcaute Company, 10 Zarpon Crew, 10 Salvager, 1 Code Ride, 6 Endrinrigger, 10 Salvager et une frégate. Il joue que une frégate et sinon beaucoup de choses sur table. Donc, c'est quand même. Les 3 listes Cardon sont très différentes. Donc, ça va être très intéressant de voir qui est le meilleur Cardon. Oh là là, mais quelle dinguerie, hein, vraiment. Hein. Et la dernière liste, Iron Jaws. On a une liste destruction, mesdames et messieurs, on a une liste destruction. Incroyable. La dernière liste, hein, on a failli ne pas voir la destruction. Philippon Dugard, merci à toi qui ramène Zogrog, 10 brut, 10 brut. Il joue en Iron Fist Grunt, je ne sais pas ce que c'est comme battle formation. Je clame mon ignorance. Il joue un Weird Gnome Shaman, 2 fois 10 Hard Boys, 6 Brute Ragers, War Chanter, 2 fois 3 Grunta, et il joue en side une Mokrecha. La classe, juste la classe. J'espère qu'il est content de face contre Zench, Lumi ou Kao. Enfin, il n'y a pas de Lumi, hein. Juste pas d'option d'art sur les Endrin. T'inquiète, Taze, aucun problème, tu prendras ce que tu veux sur les. Oui. Ah oui, tu veux dire qu'il y en a et tu les prends pas. Ouais, il n'y a pas de problème, hein. Aucun souci, hein. C'est bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Tu n'auras pas d'option d'armes ici. C'est une battle formation qui dit qu'il peut jouer des orques de Zench. C'est quoi en vrai l'Iron Fist Grunt? Je vais aller voir. C'est une scourge ça? Ça me dit rien. Putain, c'est pas du tout une scourge. Oh bordel. Bah, je connais pas. C'est quoi? C'est. C'est moi qui suis con ou bien? Moi qui suis con, c'est pas possible. Ou c'est juste Iron Fist? Et c'est moi qui. C'est dans là c'est écrit? Il y a Iron Fist d'information. Bah, je pense que c'est Iron Fist, hein. C'est mon app qui fait de la merde là, c'est ça? Possible que ça soit War Nexus, hein, le problème. Hein. Je vais voir vite teuf dans War Nexus. Hop. Ouais, c'est Iron Fist. C'est War Nexus qui a un souci. Donc c'est Iron Fist. Hop. Information. Et Iron Fist. C'est Smash and Bash. Quand il détruit, il a plus un tweet. Ok.
Et puis si c'est pas ça, de toute façon, il a le droit de la changer puisque c'est gratuit. Donc c'est pas un problème. Hop. C'est ça la beauté du truc. Il met ça pour brouiller les pistes et nous forcer à lire, puis il va choisir le plus d'une attaque en charge. Ouais. Et je me demande, je crois qu'il y a des gens qui ont mis zéro option. Genre, Philippon a mis zéro option en termes d'Arthos, comme ça il révèle rien, et il peut rentrer ce qu'il veut. Comme option, toutes les options gratuites, comme vous aviez le droit de ne pas les écrire en side, bah, il a le droit de rentrer n'importe quelle option comme il veut. Donc vous aviez toutes les options gratuites, vous n'aviez même pas besoin de les mettre dans la liste de départ si vous aviez pas envie de les y mettre. Mais bon, c'est un peu gimmick quand même. Ok, bah voilà pour le tournoi. Vous avez compté, il y a 13 listes et si jamais il n'y a aucun absent, je prendrai les gants pour faire la 14e, pour faire le bail avec une liste de mon cru. Mais il n'y a aucun luminette, ça c'est extrêmement surprenant. C'est très 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 surprenant qu'il n'y ait aucun luminette. On a 4 Zench, 3 Stormcast, c'est ça, 3 Stormcast, 3 Caradron, un Iron Jaws, un Fake, un OBR. Elle est assassine la méta, hein. Vraiment. Bah si je mets les gants, ouais, je sortirai Lumi, mais la vache. C'est quelque chose, hein. J'ai très très hâte de voir ça, hein. Un raciste pour les gouverner et tout, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça va être très marrant, c'est ce week-end à Paris. Et c'est 4 games. Je suis pas content de ne pas être dispo. Ah bah là, en somme, tu te serais pas beaucoup amusé, Brax, hein. C'est 4 games, 2 games le samedi, 2 games le dimanche. Comme ça, on n'est pas pressé le samedi, on a le temps de discuter et tout, parce que le but, c'est aussi de se voir. Et on va bien se marrer, je pense. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente soirée. On va avoir beaucoup de reveals. Il y a peut-être un live surprise. Je ne l'ai pas annoncé, mais il y a peut-être un live surprise mercredi ou jeudi soir. Plus probablement jeudi soir, si jamais on a le Battle Scroll, on n'aura pas. Oh non, il n'y aura pas de live du coup, parce qu'on n'aura pas le Battle Scroll, on n'aura pas Sylvanette. Non. Par contre, on va avoir les bouquins Sylvanette et Docs Weekend. Donc il y a un monde où la semaine prochaine, on fera des lives autour de ça. On aura le Battle Scroll. La semaine prochaine va être chargée en vrai, hein. La semaine prochaine va être très chargée. Déçu de ne pas être là pour faire le 5e Zen, je m'étonne. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!